Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur Idaho tonight in the chilling homicide investigation, 4 college students found dead. The photo they took together just hours before they died. Police say it was a targeted attack near the University of Idaho. Tonight, police say 4 college students killed near the University of Idaho were victims of an isolated, targeted attack with an edged weapon like a knife, and the suspect is still at large. des histoires étranges de l'ère numérique. En novembre 2022, 4 étudiants sont retrouvés sans vie dans leur résidence de l'Université d'Idaho. Le crime choque le pays et tout le campus se demande s'il y a un tueur en série en liberté. Pendant plusieurs semaines, silence radio. L'histoire semble stagner jusqu'à ce qu'un revirement de situation imprévisible survienne. Suivez-nous au cœur de cette histoire terrifiante qui passionne l'Amérique entière. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va bien, mais toujours avec une petite larme de nostalgie parce que c'est notre dernier épisode de cette saison 8. Oui, c'est fou, là. Oui, ça a passé tellement vite, on dirait, cette année. Oui, exact. L'automne, oui, t'as raison. Oui, la saison nous a tenus bien occupés. Oui. Yes, évidemment, pour nos membres Patreon qui sont abonnés au forfait Oui Monsieur, il y a un épisode secret qui s'en vient, donc exclusif pour vous, qui va pas être disponible sur les autres plateformes, Spotify, Apple et autres. Donc, il y a quand même un autre épisode bonus qui s'en vient pour nos abonnés Patreon. Oui, et un bon épisode. Oh oui, vous allez voir. Ceci dit, on enregistre cet épisode-là un peu contre vents et tempêtes. Ça a été difficile. Moi, j'ai attrapé la COVID. Je savais pas qu'on pouvait attraper encore la COVID comme ça en avril 2023, mais ça a l'air que oui. Puis par la suite, Seb a manqué d'électricité dans la tempête de verglas qu'on a eue à Montréal. Pour nos amis européens, sachez qu'il y a eu environ 1 million de Québécois pris sans électricité pendant quelques jours. Il y en a qui sont toujours sans électricité au moment où on enregistre cet épisode. Exact. Heureusement, il en reste presque plus, mais oui, ça a été assez l'enfer encore dans les rues quand on se promène. On voit tous les arbres encore à terre et ils n'ont pas tous été ramassés. Non? C'était l'apocalypse. Hein? C'était le mot-clé qu'on voyait sur les réseaux sociaux. On se sentait en pleine apocalypse pendant cette tempête de verglas. Exact. Et ce soir, on vous parle d'un sujet qui a vraiment secoué l'Amérique, même le monde entier, en décembre 2022. C'est une histoire qui est toujours récente, mais on trouvait, puis qui est toujours en cours, en fait. Vous allez voir, c'est pas tout à fait terminé, cette histoire-là. Il va y avoir des nouvelles à l'été 2023 parce que le présumé coupable, Brian Kohberger, dans cette histoire-là, va avoir du moins une audience en juin 2023. Donc, ça va être à surveiller, mais on trouvait qu'on avait déjà tellement de stock, il y a tellement d'éléments dans lesquels le numérique joue un rôle tellement important au niveau des preuves, au niveau de retracer la chronologie des événements, qu'on s'est dit, ça vaut quand même la peine de faire un épisode là-dessus, quitte à faire un update, une mise à jour un petit peu plus tard. Mais vous allez voir, c'est un événement tragique, c'est hyper triste. Vraiment, on compatit avec les familles des victimes au maximum dans cette histoire-là. Vraiment, c'est un événement tragique comme malheureusement, il en arrive de plus en plus des tueries. On voyait ça, je crois, aujourd'hui même, une statistique qui est sortie comme quoi il y a eu plus de mass shooting, je crois, aux États-Unis que de jours écoulés depuis 2023.
Colin, c'est incroyable. Il me semble qu'à chaque année, on dépasse la statistique tout le temps. Là, oui, de exact. ce côté-là, là, c'est fou. Donc, c'est une histoire aussi qui, moi, la première fois que je l'ai entendue, Seb, m'a rappelé un peu la deuxième évasion de Ted Bundy. Oui. Tu te rappelles, lorsque Ted Bundy, le fameux tueur en série, s'est évadé pour une deuxième fois, il est parti dans un genre de killing spree à l'Université de la Floride. Puis il s'est attaqué justement à des résidentes du campus. Et tout de suite, moi, l'histoire des meurtres de l'Idaho m'a fait penser à ça. On en a fait notre sujet d'After Show. Donc, encore une fois, nos abonnés Patreon vont pouvoir écouter en guise d'After Show. On va parler de cet épisode de toute la saga de Ted Bundy où il s'est échappé puis où, en fait, il a attaqué là, une résidence étudiante à l'Université de la Floride. Donc, restez à l'affût si vous souhaitez écouter cet épisode bonus. J'y serai. Yes! Sinon, qu'est-ce qu'on boit, Seb, ce soir? Oh oui, mon cher Émile, on boit la gros duvet d'Espace Public et une collabo avec Noctem, une microbrasserie qu'on adore. Oui, l'Espace Public aussi. Oui, exact, oui, mais c'est une Hydra IPA, en fait. Elle est désaltérante et fruitée, puis elle est faite à base de riz. Ça, je trouvais ça intéressant aussi. Elle est vraiment délicieuse, honnêtement. Donc, la gros duvet d'Espace Public et Noctem. Yes, c'est une tournée de bière qui nous est offerte par Kathleen Gosselin, que je crois connaître, en fait. Si c'est la bonne Kathleen, fais-moi signe. Je crois qu'on a déjà travaillé ensemble dans un resto, à quelque part dans une cuisine. Si c'est la bonne Kathleen, bien sûr, mais bon, shout-out à toi, Kathleen, qui m'a, en fait, qui m'a contacté et qui nous a offert cette tournée de bière. Et on a aussi un shout-out à donner, Seb. Oui, de Erin L. Je suis un nouvel auditeur de ce podcast et je suis vraiment impressionné. Je suis anglophone, c'est un autre anglophone qui nous écrit, puis ça, j'adore ça, qui essaie d'améliorer son français, mais je reviens à ce podcast pour le plaisir, donc à recommander à tout le monde. Donc, merci de ne pas rendre trop scolaire notre podcast et d'y revenir par plaisir. Merci beaucoup, Erin. Yes, shout-out à toi. Alors, Seb, sommes-nous prêts à nous lancer dans l'histoire tragique des meurtres de l'Idaho? Oui, mais juste avant, Émile, nous devons donner un shout-out à notre commanditaire d'aujourd'hui, le Centre de formation professionnelle des Riverains. Toi, Seb, as-tu déjà rêvé de lancer ta propre entreprise, le genre de vêtements pour chiens, par exemple? Oh, bonne idée ça, Émile, mais j'avoue que je ne saurais pas vraiment par où commencer. Eh bien, j'ai une solution pour toi. Le Centre de formation professionnelle des Riverains offre un programme de lancement d'entreprise gratuit en ligne qui te permettra d'apprendre tout ce dont tu as besoin en seulement 14 semaines. C'est vraiment intéressant, mais est-ce que le programme, Émile, est réservé qu'à un seul type d'entreprise? Pas du tout, Seb. Que tu cherches à lancer un salon de tatouage ou un bureau de comptable, le programme est ouvert à tous pour tous les types d'entreprises. Génial! Et je peux même y participer en pyjama chez moi? Oh oui, tout ce que tu as à faire, c'est de t'inscrire sur le site web du Centre de formation professionnelle des Riverains au cfpriverain.qc.ca/programme-lancement. Et Émile, est-ce que le programme est admissible aux prêts et bourses? Absolument, Seb. Tout est en place pour t'aider. Alors, si tu cherches à lancer ta propre entreprise, inscris-toi dès maintenant au programme de lancement d'entreprise du Centre de formation professionnelle des Riverains. Merci beaucoup, Émile, de toutes ces informations. Donc, si vous cherchez à lancer votre propre entreprise, que ce soit dans la production de bière, bureau de comptable, de linge de vêtements, de n'importe quoi, rendez-vous sur cfpriverain avec un s.qc.ca/programme-lancement pour vous inscrire. C'est gratuit, c'est en ligne, alors n'attendez plus. Je pense qu'on a tout dit, Seb. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire tragique des meurtres de l'Idaho? Oui, monsieur. C'est parti. Maintenant. On se transporte, Seb, dans la petite ville de Moscou, dans l'État de l'Idaho aux États-Unis. Moscou ou encore Moscow, comme la ville russe, en fait, mais nous, on va l'appeler Moscou aujourd'hui, est une ville située dans le nord de l'Idaho, à environ 11 km de la frontière avec l'État de Washington. Elle est le siège du comté de Latah et abrite l'Université d'État de l'Idaho. La ville de Moscou est connue pour son ambiance universitaire animée, son architecture historique et ses paysages naturels spectaculaires.
Elle offre une grande variété d'activités culturelles et récréatives, ainsi qu'une scène culinaire en plein essor avec de nombreux restaurants locaux et artisans. L'Université d'État de l'Idaho est un point focal de la ville et attire une grande population étudiante, ce qui contribue à une atmosphère vibrante et énergique. Les rues principales de la ville sont bordées de magasins, de restaurants et de boutiques d'artisanat, offrant aux visiteurs et aux résidents une expérience de shopping unique. Les étudiants ont aussi droit à des frat houses. Tu sais, Seb, là, c'est maisons étudiantes occupées par des membres de fraternité ou de sororité sur les campus étudiants. Vous allez voir, on va y revenir tantôt. C'est un monde qui est quand même intéressant. Puis, les sujets de notre histoire fréquentaient, en fait, les différentes fraternités. Les environs de Moscou offrent également une grande variété de loisirs de plein air, avec des parcs, des sentiers de randonnée, des pistes cyclables et des terrains de golf. Les paysages naturels de la région comprennent des montagnes, des vallées verdoyantes et des rivières scéniques, ce qui en fait un endroit idéal pour les amateurs de plein air et les amateurs de paysages naturels. En résumé, la ville de Moscou, dans l'Idaho, est une charmante communauté universitaire qui offre une grande variété d'activités culturelles et récréatives, ainsi que des paysages spectaculaires et une belle scène culinaire, comme on en a parlé. Il y a une bonne scène de food truck aussi. La ville est vraiment paisible et a connu son dernier meurtre en 2015, alors que Montréal est déjà rendu à environ 6 depuis le début de 2023. Nous sommes le samedi 12 novembre 2022 et le climat est à la fête dans la ville de Moscou. Il y règne une certaine ébullition, les maisons de fraternité sur le campus sont pleines à craquer d'étudiants qui font la fête, de même que les pubs de la ville. Nous allons au cours de cet épisode se concentrer sur un groupe de 4 amis qui habitent et étudient dans la ville de Moscou. Et là, je vais vous les présenter un à un. Premièrement, Madison Mogan. Madison Mogan, ou encore Maddie, est âgée de 21 ans. Elle est en dernière année de l'Université de l'Idaho et étudie le marketing. Elle est une enfant unique. Elle a aussi un petit copain qui travaille dans un pub dans la même ville. Elle est également membre de la confrérie Pi Beta Phi avec Xana Kernodle, une autre de ses colocataires, on va y arriver. Et tous les deux travaillaient à un restaurant qui s'appelle le Mad Greek dans le centre de Moscou, où Madison utilisait ses compétences en marketing pour diriger la campagne de médias sociaux du restaurant. Elle a grandi à Cœur d'Aline, qui est une autre ville dans l'Idaho, et connaissait aussi Kylie Goncalves, une autre des colocs que je vais vous présenter, depuis le collège, et les deux étaient les meilleurs amis du monde. Après avoir obtenu son diplôme au printemps, Madison avait l'intention de s'installer à Boise, en Idaho aussi, qui est une autre petite ville. Je crois que c'est ses parents, en fait, qui venaient de là ou quelque chose du genre. On a-tu déjà une histoire qui s'est passée à Boise, Idaho? Le nom me sonne une cloche, mais c'est bonne question. Peut-être que tu mélanges avec Des Moines, Iowa. Ça se peut-tu? Ça se peut, mais on dirait que le Boise... peut-être. Mais bon, ça... Il faudrait voir au cours de nos 105 épisodes. Oui, exact. Je me rappelle pas de toutes les villes, mais c'est bon à noter. Je sais que le comté de Wichita, par exemple, il se passe des choses bizarres là-bas. On en a vu plusieurs. Exact. Je vais vous présenter maintenant Kylie Goncalves, la deuxième coloc. Kylie, elle, a 21 ans. Elle est la colocataire de Madison Mogan, de qui on vient de parler, et aussi de Xana Kernodle, que je vais aussi vous présenter. Et elle habite, elle aussi, dans la même maison dans la ville de Moscou. Elle est en dernière année d'études générales et elle est membre de la confrérie Alpha Phi, en fait. Elle a grandi avec Madison Mogan dans le nord de l'Ohio et elles étaient tellement amies qu'elles étaient pratiquement sœurs, là, selon elle. Elles se décrivaient comme sœurs. Kylie a raconté une partie de leur histoire là, dans un post Instagram qui célébrait le 21e anniversaire de Mogan en mai, parce que ces jeunes filles et jeunes hommes-là sont très actifs sur les réseaux sociaux. Après avoir obtenu son diplôme, Kylie a prévu faire un voyage en Europe et s'installer au Texas. On disait de Kylie qu'elle avait tout pour elle, l'intelligence, le sens de l'humour, la beauté et le talent professionnel. Xana Kernodle, maintenant, que je vous ai parlé brièvement, elle habite elle aussi dans la maison. Elle est âgée de 20 ans. Elle est originaire d'Avondale, en Arizona, et elle est étudiante en marketing, elle aussi, et membre d'une autre sororité, Pi Beta Phi.
Xana est la copine d'Ethan Chapin. Ils étaient amis avant de commencer à se fréquenter. Xana est une fille enjouée, le genre de personne qui met toujours de l'ambiance dans une pièce. C'est quelqu'un de positif aussi, dont sa sœur le décrivait. Elle est drôle, animée et elle a cette faculté là, de rendre heureux toute personne qui croise son chemin. Oui, oui. Xana, elle allait au lycée de Post Falls, une ville au nord de l'Idaho, avant de rejoindre les rangs de l'université. Elle avait un petit copain du nom de Ethan Chapin, qui lui n'était pas officiellement coloc, mais il était souvent là, parce que justement, il fréquentait Xana. Lui, Ethan, il est âgé de 20 ans et il est originaire de Conway, dans l'État de Washington. Il est en couple avec Xana depuis quelque temps. Les deux sont étudiants à l'université. Chapin, lui, c'est un triplé, donc il est né juste avant sa sœur et son frère, qui sont aussi étudiants à l'Université d'Idaho. Lui, il est membre d'une autre fraternité, Sigma Chi, ou Sigma Chi en anglais, on va dire Sigma Chi, tiens, nous. Et il étudie la gestion des loisirs, du sport et du tourisme. Il aime beaucoup la vie sociale, les activités sportives, mais il aimait bien aussi ses études. Il aime le sport, le golf, le basketball, en passant par le surf et le pickleball. C'est quoi le pickleball, tu le sais-tu? Non, je le sais pas. Il est quelqu'un de très gentil selon ses proches et il sourit tout le temps. Donc, toutes ces personnes, sauf Ethan, partagent une grande maison à Moscou avec deux autres jeunes femmes en colocation qu'on va appeler K et DM. Je divulgue pas leur nom parce que vous allez voir, ils ont été harcelés sur Internet. Ouais. C'est sûr qu'en fouillant, vous allez pouvoir les trouver, mais bon, c'est pas nécessaire du tout, là. Ils sont donc 6 filles à habiter dans la maison ensemble, plus Ethan qui parfois est là, étant donné qu'il sort avec Xana. Il s'agit d'une grande maison sur 3 étages, un peu conçue pour accueillir des étudiants en colocation. Elle est localisée très proche aussi de l'université. Et là, je voulais vous parler un peu de ce qu'est la vie grecque, hein, le phénomène des fraternités et des sororités très rapidement, parce que c'est quand même impliqué dans cette histoire-là. Donc, ce groupe d'étudiants-là est très impliqué dans ce qu'on appelle la vie grecque. C'est quelque chose que nous, on connaît pas vraiment dans les universités québécoises, à part les universités anglophones. Mais la vie grecque, en fait, ça fait référence aux fraternités et sororités étudiantes, qui sont des organisations sociales généralement réservées aux étudiants de premier cycle. Les membres de ces organisations se réunissent pour participer à des activités sociales, caritatives, communautaires, ainsi que pour développer des liens étroits entre eux et elles. Donc, les fraternités et sororités sont souvent des traditions qui datent de plusieurs centaines d'années. Ils ont des symboles, il y a des rituels, il y a des codes de conduite spécifiques qui leur sont propres, ainsi que des maisons ou des logements où les membres peuvent vivre ensemble et organiser des événements. Donc, c'est pas juste du party, là, habillé en grec. Là, donc, cette vie grecque est souvent considérée comme une partie importante de l'expérience universitaire américaine, car elle permet aux étudiants de se connecter entre eux et de partager des intérêts, de développer des compétences en leadership, entre autres. Cependant, il y a eu des préoccupations concernant la culture de cette vie-là dans certaines universités, notamment en ce qui concerne la consommation excessive d'alcool, le harcèlement sexuel et le manque de diversité. Bon, il y a eu plusieurs drames sur des campus américains et autres, donc c'est sûr qu'à un certain moment, ça peut être toxique, tout ça. Des initiations aussi qui peuvent être pas très, très appropriées, mettons. Donc, il y a quand même, les universités ont quand même un certain œil ouvert là, sur leurs pratiques. Là. Oui. Mais bon, ils travaillent toujours pour améliorer là, la sécurité des étudiants sur le campus pour éviter que des drames comme ça surviennent. À Montréal, l'Université McGill compte plusieurs chapitres de fraternité. J'ai regardé, puis dont Sigma Chi, celle dont Ethan et Xana font partie. Donc, il y a une fraternité à l'Université McGill pour une division ou un chapitre de cette fraternité-là, finalement. Ah, c'est intéressant. Je te laisse poursuivre avec cette journée du 12 novembre, Seb. Oui, justement, c'est jour de match pour l'équipe collégiale de football. Et on sait que le football collégien, Émile, aux États-Unis, c'est vraiment populaire. Oui. Le groupe d'amis a donc passé l'après-midi à participer au tailgate party juste avant le match. L'esprit de la fête était dans l'air. Plus tard en soirée, le groupe d'amis va se diviser. Vers 22h, Madison et Kylie vont faire la fête au bar Corner Club, qui est un bar sportif qui est situé à Moscou. Pendant ce temps,
Ethan et Xana passent la soirée à leur maison de fraternité Sigma Chi. Ils s'y rendent vers 20h en soirée. Les deux autres colocataires sont également sortis à Moscou ce soir-là. Il n'y a donc personne à la maison. Tous les colocs sont sortis en ville pour faire la fête. Madison et Kylie quittent le bar vers 1h30 du matin. Vers 1h40, elles s'arrêtent dans un food truck, The Grub Truck, pour s'acheter un petit snack de fin de soirée. Apparemment qu'ils achètent des pâtes carbonara. Oh, bon choix. Le Grub Truck a l'habitude de diffuser toutes ses soirées sur Twitch avec une caméra qui pointe vers les clients. Ça, je trouve ça drôle, ça. Tu sais, j'écoute toutes sortes de trucs sur Twitch, mais j'avais jamais tombé là-dessus sur des restos. Je sais pas s'il y en a plusieurs qui font ça. Ouais, je me demande si c'est à cause de... tu sais, ça peut être un système de surveillance un peu homemade, dans le sens que, tu sais, s'il arrive quelque chose, tu te fais voler, quelqu'un paye pas, il se sauve ou autre. Ils peuvent signaler. Mais je sais pas s'ils font ça pour du divertissement ou comme des mesures de sécurité, mais je trouvais ça pas inintéressant non plus. Non, exact. Les deux filles sont bel et bien aperçues sur cette caméra ainsi que sur le live stream qui est toujours disponible à ce jour. Elles vont attendre 10 minutes sur place, le temps que leur repas en fait soit prêt. Il faut savoir que leur maison est située au 1122 King Road à Moscou et que les maisons de fraternité sont situées à environ 4 minutes de marche de la maison. Il s'agit donc d'un chemin très court à parcourir. Par contre, dans le cas de Kylie et Madison, le food truck où elles se sont arrêtées est situé lui plutôt à environ 3 km de la maison, ce qui fait en sorte qu'elles reviendront en empruntant une course sur Uber. Vers 1h45 AM, tout le monde est de retour à la maison sur King Road, incluant Ethan, qui même s'il n'y habite pas, il vient tout de même dormir avec sa copine Xana. Les 6 colocs sont donc tous à la maison aux petites heures du matin du 13 novembre. Kylie et Madison dorment dans le même lit, malgré le fait qu'elles ont chacune une chambre séparée dans la maison. Il est important de noter aussi que le chien de Kylie habite lui aussi dans la maison. Donc, ils sont vraiment proches, les deux filles, au point où elles ont l'habitude de dormir dans le même lit. Là. Tout indique que la soirée ne s'arrête pas là, du moins pour Xana, qui commande un repas sur DoorDash, l'application de commande en ligne, à 4 heures du matin. Cependant, la majorité du reste de la maisonnée dort à point fermé à cette heure. Toujours vers 4 heures du matin, une des colocs entend ce qu'elle croit être Kylie qui joue avec son chien. Vers la même heure, Xana regarde des vidéos sur TikTok via son téléphone. Le lendemain, le 13 novembre, les colocs dorment tard et se réveillent vers la fin de l'avant-midi. DM, une des colocataires, en se réveillant, aperçoit Ethan au sol, dans le corridor, qui semble évanoui. Saisie de peur, elle appelle 2 amis pour venir l'aider à la maison de King Road. Lorsqu'un des amis arrive, il prend le pouls de Ethan et constate qu'il ne respire plus. C'est alors que DM appelle le 911 à 11h58 le matin. Oui, donc vous allez voir, on va revenir plusieurs fois dans la chronologie de ce qui s'est passé dans la maison, là, dans ce laps de temps, je dirais, entre 1h45 et 11h58, là, au moment où les secours sont appelés, parce que vous allez voir, il y a des trucs un peu bizarres dans cette timeline. Lorsque les secours arrivent, ils sont loin de se douter de ce qu'ils allaient découvrir. Tout d'abord, Ethan n'est pas le seul à ne plus respirer dans la maison. Il y a des traces de sang un peu partout et les enquêteurs ainsi que les techniciens en scène de crime sont tout de suite appelés. Vers 16 heures, les policiers arrivent dans la demeure, donc il s'est écoulé quand même pas mal de temps entre les secours et les policiers. Ils y découvrent une scène cauchemardesque. Les 2 premiers policiers arrivent et entrent par le rez-de-chaussée où se trouve la chambre de B et de DM. Ils sont dirigés vers l'étage du haut où est située la chambre de Xana. Parce que vous allez voir, je vais vous décrire du mieux que je peux en audio cette maison-là. En fait, parce que c'est compliqué, c'est pas une maison qui est standard, je dirais. Non. Elle est située un peu dans une pente. Puis lorsqu'on arrive en voiture, on se gare devant la porte, on entre dans un premier étage, si on veut, où on retrouve 2 chambres. Par la suite, un escalier qui monte un petit peu plus haut, où on retrouve un air de vie. Aussi, il y a 2 chambres aussi sur cet étage-là, et il y a la cuisine.
Et lorsqu'on monte juste un petit peu plus haut, il y a comme un troisième étage, comme on pourrait dire, et c'est là qu'il y a les 2 chambres de Kylie et Madison avec une salle de bain. Et il y a aussi, donc il y a beaucoup de chambres là-dedans. C'est fait pour accueillir plusieurs personnes, surtout des étudiants. Il y a même une chambre de libre, en fait, je crois, qui n'était pas occupée. Donc, je vais expliquer un peu le déplacement des policiers dans la maison. Donc, après être entrés, donc ils sont passés devant les chambres de B et DM, qui elles sont toujours en vie, les deux autres colocs. Donc, les policiers sont dirigés vers l'étage du haut où est située la chambre de Xana. Ils y trouvent sur le plancher de la chambre Xana et Ethan, tous les 2 morts, tués par ce qui semble être une arme tranchante. Ils montent vers le 3e étage où sont situées les chambres de Madison et Kylie. Le chien de Kylie est trouvé dans la chambre de celle-ci, mais il est toujours vivant. Quand ils se dirigent vers la chambre de Madison, ils y trouvent les corps de Kylie et de Madison allongés dans le même lit, tous les 2 assassinés par de nombreux coups d'un objet tranchant, encore une fois. Ce qui semble être un couteau. La scène est digne d'un film d'horreur, c'est un réel massacre. Il est important de noter que 4 des 6 colocs ont été assassinés, mais que les 2 autres, là, DM et B, ont été épargnés. Mais pourquoi, en fait? Nous y reviendrons sous peu. Le chien de Kylie aussi a été épargné. On retrouve là, du sang jusqu'en dehors de la maison, ça a coulé partout, sous les portes aussi. Il ne s'agit pas d'un meurtre clean, mais bien véritablement d'un massacre. Ouais. C'est une réelle tragédie. Puis à ce stade-ci, on ignore s'il s'agit d'une attaque qui a été perpétrée en solo ou si plusieurs personnes sont impliquées, car il n'est pas évident là, pour une seule personne de venir à bout de 4 personnes dans une maison où il y a 6 personnes qui sont présentes. Là. C'est vrai. C'est pas évident. Là. La scène de crime laisse les enquêteurs perplexes. Il n'est pas clair non plus par où seraient entrés le ou les malfaiteurs. À l'étage du milieu, là où il y a la cuisine, 2 chambres ainsi que le salon, il y a une porte coulissante là, qui mène dehors, un genre de porte patio. Il y a aussi une fenêtre qui est accessible à cet étage-là, où les tueurs auraient pu passer pour entrer. Une trace de semelle de chaussures aussi est retrouvée dans la maison qui semble correspondre avec des chaussures de la marque Vans. Là, vous savez, les petites alvéoles d'une chaussure Vans. Aussi, dans le lit où sont retrouvés Kylie et Madison, ils y trouvent un étui à couteau en cuir avec un bouton là, de type snap, là, tu sais, qui est bien spécifique. C'est un couteau, c'est un étui à couteau de marque Ka-Bar. Donc, un couteau Ka-Bar, c'est un genre de couteau de chasse là, qui peut être un petit ou grand, dépendamment du modèle, avec une garde au niveau de la main. Donc, c'est vraiment fait pour faire soit dépecer des animaux, soit faire du combat. Là. Bon. Cet étui-là va être conservé avec un grand intérêt parce que c'est un peu la seule preuve de l'arme du crime. Là. Bien sûr, des autopsies seront réalisées ainsi que des tests d'ADN éventuellement. Selon eux, les policiers, les meurtres auraient eu lieu entre 4h et 4h25 du matin, donc dans un très court laps de temps. Très vite là, pour venir à bout de 4 personnes adultes. Là. Parce que sa commande DoorDash, c'était vers 4h, me semble, quelque chose comme ça. Exactement. Au lendemain de cette tragédie, l'histoire fait le tour du monde. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Seb. Et l'Amérique est secouée entièrement. On se demande, là, est-ce qu'il y a un tueur sur le campus? Tout le monde en parle. L'histoire devient extrêmement virale sur les réseaux sociaux et les web sleuths de ce monde, les détectives du web, partagent plein de théories. Les enquêteurs se mettent au travail et commencent à éplucher toutes les traces numériques possibles dans les environs qui pourraient aider à faire avancer l'enquête. Hélas, la maison avait été visitée par plusieurs personnes au courant des jours suivants et précédant le drame, ce qui fait en sorte qu'il était très compliqué de préserver l'intégralité de la scène de crime. Il y a les secours qui sont arrivés, il y a eu des amis aussi qui ont été appelés avant les secours. On va y revenir, tout ça, c'est un peu bizarre. Donc, il y a des gens qui ont visité la place. On ne sait pas s'il y a eu d'autres gens pendant la nuit parce que c'est quand même une maison où on fait la fête. En fait, donc, il y a du va-et-vient. Donc, c'est jusqu'à date, la scène est un peu contaminée, là, si on veut.
Plusieurs autres étudiants ont fait la fête dans la maison dans les jours qui ont précédé, donc il y a une tonne d'échantillons d'ADN de toutes sortes, c'est difficile de faire le tri dans tout ça. Les jours passent et les enquêteurs n'ont toujours aucun suspect dans leur mire. Le campus de l'Université d'Idaho est aussi sous le choc et vont tenir des vigies à la chandelle. En même temps, un climat de terreur règne sur le campus. Les étudiants se demandent s'il n'y a pas un tueur en cavale parmi eux. Peut-être que le meurtrier est un étudiant tout comme eux. Les autopsies des 4 étudiants sont révélées le 17 novembre, quelques jours plus tard, et ont permis de déterminer que toutes les victimes avaient été poignardées à plusieurs reprises par un objet tranchant. Les 4 étudiants étaient probablement endormis lorsqu'ils ont été attaqués et certains avaient des blessures défensives. Xana Kernodle, entre autres, aurait de nombreuses blessures graves aux mains et aux doigts, ce qui laisse croire qu'elle a tenté de se défendre avec vigueur. Oui. On se rappelle, c'est elle, Xana, qui a commandé la commande à 4 heures. Exact. C'est elle qui était sur TikTok dans ces mêmes heures-là. Oui. Donc, possiblement qu'elle ne dormait pas, elle. Non, possiblement, non. Peut-être que les autres dormaient, donc ils ont peut-être moins résisté. Mais elle, elle a clairement des blessures défensives. Aussi, notamment, il n'y a aucun signe d'agression sexuelle sur les corps retrouvés. Selon les enquêteurs, il s'agit d'une attaque ciblée, mais ils ne peuvent pas confirmer si la cible était bien une occupante de la maison. Okay. Le 21 novembre, la famille de la victime, Ethan Chapin, âgé de 20 ans au moment du crime, a organisé son service commémoratif là, en son honneur. Dans une interview donnée le 28 novembre, le père de Kylie, entre autres, a déclaré, lui, à ABC News, selon ses sources à lui, que les élèves étaient morts rapidement et n'avaient pas saigné pendant des heures, de sorte qu'un appel au 911 plus tôt n'aurait pas permis de leur sauver la vie, apparemment. Okay. Selon ses sources à lui. Parce qu'il y a un mystère qui demeure, c'est-à-dire, si les meurtres ont eu lieu si tôt, aux petites heures du matin, pourquoi avoir appelé les secours seulement en fin de matinée? Ouais. C'est bizarre quand même. C'est très bizarre. Puis pourquoi avoir appelé les amis avant d'appeler les secours? Ça aussi, c'est une question qu'on s'est posée plus tôt. Donc, il semblerait que personne n'a souffert, grosso modo, dans ces attaques-là, dans le sens que ça... Ils ont dû souffrir un peu, mais ça s'est fait quand même assez vite. Mais ceux qui dormaient n'ont apparemment pas souffert beaucoup. Okay. Selon les autopsies toujours, il y a une des victimes, le nom a un peu fuité sur Internet, ça serait potentiellement Kylie, mais son nom n'est jamais nommé. Okay. Mais il y a une des victimes qui a été particulièrement poignardée souvent, genre très souvent. Oui. Donc, oui, c'est ça. C'est pour ça que selon les policiers, ce serait une attaque ciblée, en fait. Donc c'est très triste de savoir ça. Mais c'est drôle, les infos du père, hein? Bref. Oui, mais j'imagine qu'il a fait couler, il aurait peut-être pas dû dire ça, là, en fait, là. Mais lui, selon lui quand même, selon ce père-là, parce que Steve Goncalves va prendre beaucoup la parole dans les médias, lui, il trouve qu'il y a un grand manque de transparence des policiers à ce moment-là, qu'il y a un manque d'information. Puis, on le comprend à quelque part parce que l'histoire fait le tour du monde. On en parle tous les jours aux nouvelles télévisées, mais les policiers ne semblent pas avancer, puis ils divulguent très peu d'informations. Il faut se dire que la ville est en panique. Puis il y a un tueur en liberté. Oui, là, donc, on pensait à Ted Bundy tout à l'heure. C'est exactement aussi ce qui est arrivé. Puis il a continué à tuer après son massacre. Donc, en 3 semaines, ceci dit, ils vont recevoir plus de 19 000 tips là, de la part du public, là, des tuyaux, si on veut, des indices. Ils vont tenir plus de 250 interviews avec soit des témoins, soit des gens qui ont peut-être entendu parler de certaines choses. Oui, des personnes d'intérêt. Ouais, donc dès que ça fait le tour du monde, vraiment, il y a plusieurs personnes qui contactent les enquêteurs. Le 7 décembre 2022, ceci dit, il y aura un développement majeur dans l'enquête car un véhicule d'intérêt est au centre de la mire des policiers. Un communiqué de presse est lancé et une berline Hyundai Elantra blanche, un modèle datant des années 2011 à 2013 apparemment, est activement recherché par les policiers. Le numéro de plaque est inconnu. On nous dit que le propriétaire de la voiture pourrait avoir de l'information importante au sujet du quadruple meurtre. Imaginez-vous donc que cette voiture aurait été aperçue plusieurs fois sur des caméras de surveillance dans les environs du meurtre.
Maintenant qu'ils ont une voiture suspecte dans leur mire, le FBI est impliqué, car il est possible, même très probable, que le ou les suspects aient pris la fuite en direction d'un autre État. Les agents des autres États avoisinants vont aussi être informés de l'avis de recherche concernant la voiture. Pendant ce temps, ils vont éplucher les traces numériques et reconstruire la chronologie des événements. Nous sommes maintenant à la mi-décembre. Les vacances de Noël approchent et certains étudiants en ont profité pour quitter la ville plus tôt en raison du climat de terreur qui règne sur le campus. On les comprend. Mais, un des tuyaux qu'ils ont reçu de la part des proches des étudiants, une certaine information comme quoi Kylie, une des victimes, aurait un stalker. Ils n'ont pas été en mesure de vérifier cette information bien précisément, ni de confirmer l'identité d'une personne précise. Il semblerait toutefois que Kylie aurait déjà dit à ses amis qu'elle se sentait suivie par quelqu'un dans des commerces de son quartier et lorsqu'elle rentrait des bars la nuit. Elle avait de plus en plus peur. C'est entre autres pour ça qu'elle voulait toujours se déplacer en groupe. En plus de ça, elle aurait vécu un incident quelques semaines avant sa mort où un homme l'aurait attendue devant un commerce et l'aurait suivie à l'intérieur. Bien que l'homme ait avoué avoir suivi Kylie, il ne serait apparemment pas lié au crime. Oui, c'est troublant un peu ça. Apparemment qu'elle serait arrivée dans une boutique, il y aurait deux hommes qui l'auraient un peu observé, suivi, puis il y en aurait un qui l'aurait suivi à l'intérieur et à l'extérieur du magasin. Je pense que tout de suite, elle a signalé ces gens-là qui ont été interceptés par la suite. Oui. Mais oui, il a comme avoué, en fait, l'homme qui s'intéressait à elle puis qui la suivait. Donc, encore une fois, c'est très weird. Ben oui, elle a un mauvais karma. Lorsqu'on revient dans la nuit du 12 novembre, sur les vidéos de surveillance du Grub Truck, le food truck là, où Kylie et Maddie ont mangé leur repas de fin de soirée vers 1h40, les internautes vont remarquer un autre étudiant un peu étrange qui, à un certain moment, met une capiche sur sa tête et se dirige en direction des filles qui ont quitté le lieu du food truck. Au début, cet homme mystérieux va captiver les internautes qui vont se mettre à scruter à la loupe la chaîne Twitch du food truck. Ceci dit, cet individu sera retrouvé et apparemment qu'il n'aurait rien à voir lui non plus avec le drame. Oui, ça sert quand même cet enregistrement de Food Truck Twitch. Là. Il y a des millions de visionnements actuellement cette soirée-là sur la chaîne Twitch du Food Truck. Là. Si on poursuit la chronologie des traces numériques, selon les utilisations des cellulaires de Kylie et Maddie, les deux jeunes femmes auraient tenté de contacter l'ex-petit copain de Kylie la nuit du meurtre. 7 appels téléphoniques non terminés ont été passés depuis le téléphone de Kylie vers son ancien petit ami de longue date, qui est un camarade de classe. Puis elle a tenté de le contacter, elle en fait, entre 2h26 et 2h52 du matin. Donc, elle était toujours éveillée là, entre 2h26 et 2h52. Donc, 7 appels à son ex. Maddie a également appelé ce petit ami à 3 reprises avec des résultats similaires. De 2h44 à 2h52, elle aussi, du matin. Ces appels ont fait l'objet d'une enquête et la police a conclu qu'elle ne pensait pas qu'ils étaient impliqués dans le crime. Tout de même, cette information a fait sourciller bien des gens et malheureusement, plusieurs personnes se sont acharnées sur le jeune homme sur Internet alors qu'il était vu comme un suspect principal aux yeux des gens sur les forums et sur Reddit. Oui, parce qu'en attendant qu'il y ait une voiture de divulguer, les gens tentaient de trouver des réponses par eux-mêmes. Et justement, l'homme à la capuche sur Twitch, l'ex-petit ami qui a été contacté plusieurs fois dans la nuit, c'est vrai que c'est louche tout ça. Donc, c'est clair que les internautes s'acharnaient un peu sur ces gens-là. Oui. La nature horreur du vide, fait qu'on dirait qu'on aime ça, trouver des coupables dès qu'on peut. Bien dit. Par la suite, si on poursuit l'analyse des traces numériques cette nuit-là, on trouve un autre important élément clé, la livraison DoorDash de Xana vers 4 heures du matin. Est-ce possible que cette livraison ait quelque chose à voir avec le meurtre? C'est vrai que c'est bizarre. Évidemment, cette piste est creusée à fond. Ils ont retracé le livreur qui a été exclu des suspects. Il a lui aussi laissé des traces numériques, entre autres, son GPS allumé toute la nuit pendant ses livraisons. Aussi, nous savons que Xana était sur TikTok à 4h12 du matin, ce qui a été confirmé par ses données d'utilisation cellulaire. Il est donc fort possible que Xana était encore réveillée au moment des meurtres, qui ont été estimés, comme on vous disait plus tôt, entre 4h et 4h25 du matin. Ce qui est fascinant, c'est l'écart de temps très court dans les événements de la soirée. Ouais. Tout semble s'être joué dans un environ de 15-20 minutes,
Mais malgré ça, il y a quand même un livreur qui est passé dans cet intervalle à la maison et des activités enregistrées sur les téléphones intelligents. Oui, c'est fascinant. Oui, vraiment, la commande, elle me bluffait un peu. Heureusement, Seb, on est dans une ville universitaire et il y a des caméras un peu partout sur le campus et dans les quartiers avoisinants. Bien que la maison de King Road soit pas sur le campus directement, elle est tout de même très proche, là. On se rappelle que les policiers recherchent activement une Hyundai Elantra blanche, qui est à peu près la voiture la plus commune au monde, en Amérique du Nord. Tellement. Une caméra située dans la zone des meurtres a capturé l'image d'une Elantra à peu près au moment où les meurtres ont eu lieu. Les enquêteurs ont remarqué que la Hyundai Elantra blanche, filmée par une caméra au moment des meurtres, semblait rouler en direction de la ville de Pullman, dans l'État de Washington, et à 2 reprises vers l'appartement des victimes. La vidéo de surveillance a également montré une Elantra passant à 3 reprises devant le domicile des victimes à partir de 3h29. À 4h04 du matin, l'Elantra est retournée au domicile une 4e fois, presque au même moment où il y a eu une livraison DoorDash. À 4h20, le véhicule a été vu quittant le quartier des victimes à une vitesse élevée apparemment. Donc, c'est très louche. Ouais. Les enquêteurs sont donc convaincus que cette voiture a quelque chose à voir avec les meurtres et possiblement que le ou les meurtriers voyageaient à bord. Parce que là, il y a trop de coïncidences et on voit cette voiture-là trop souvent dans les caméras de surveillance de ce petit quartier-là. Nous sommes fin décembre 2022 et aucune arrestation n'est effectuée. La place est à la spéculation au sein de la communauté de Moscou ainsi que sur Internet. Ceci dit, les enquêteurs préparent quelque chose de gros, et même si le grand public a l'impression que les choses traînent, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Ainsi, le vendredi 30 décembre, les enquêteurs arrêtent finalement un suspect. Imagine-toi donc, Seb. Il s'agit d'un homme de 28 ans nommé Brian Kohberger, qui est bel et bien propriétaire d'une Elantra blanche et qui a été arrêté chez ses parents dans l'État de la Pennsylvanie, donc très loin de Moscou. Le public est secoué car, selon eux, il a agi seul, selon les policiers. Il a été appréhendé avec un mandat d'arrêt pour meurtre au 1er degré délivré par la police de Moscou dans l'Idaho et le bureau du procureur du comté de Lata. L'équipe SWAT a été mobilisée pour son arrestation et plus de 50 membres du corps policier ont été eux aussi mobilisés pour réaliser cette arrestation. Donc, c'est complètement fou, on s'y attendait pas, mais 1 mois et demi plus tard, arrestation avec le SWAT d'un individu de 28 ans qui aurait agi seul dans cette histoire-là. Donc, avant d'aller plus loin, Seb, parle-nous un peu de ce mystérieux personnage de Brian Kohberger. Oui, Brian Christopher Kohberger est né en 1994 et est actuellement âgé de 29 ans. Il a été placé en garde à vue par une équipe SWAT du FBI et la police de l'État de Pennsylvanie le 30 décembre au domicile de ses parents dans le comté de Monroe, en Pennsylvanie. Kohberger est né le 21 novembre 1994 à Albrightsville, en Pennsylvanie également, et ses parents, eux, sont originaires de Brooklyn, à New York. Peu après avoir terminé le lycée Pleasant Valley en 2013, il a fréquenté le Monroe Career and Technical Institute à Bartonsville, mais a abandonné 1 an plus tard. Kohberger a ensuite fréquenté le Northampton Community College à Bethlehem, où il a obtenu un diplôme d'associé en psychologie en 2018. Après avoir obtenu son diplôme à Northampton, il a travaillé comme agent de sécurité pour le district scolaire de Pleasant Valley, le même district scolaire où son père avait travaillé comme ouvrier d'entretien pendant de nombreuses années, et sa mère pendant un certain temps en tant qu'enseignante suppléante. Il obtient ensuite une licence en 2020 et une maîtrise en 2022 en justice pénale à l'université DeSales à Center Valley, également en Pennsylvanie. Donc, c'est quelqu'un qui étudiait la criminologie, en fait. Oui. C'est criminal justice, je crois, en anglais, la justice pénale. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est au courant d'une certaine façon. Oui, qui connaît la théorie. Oui, exact. Ou même des impacts. Oui, c'est troublant tout ça. Là. On fait juste commencer. Oui. Au cours de l'été 2022,
Kohberger déménage dans l'État de Washington pour poursuivre un doctorat à l'Université de l'État de Washington à Pullman. Son campus est situé à moins de 8 miles ou 13 km à l'ouest de Moscou. Au moment des meurtres, il était doctorant en criminologie et avait terminé son premier semestre 9 jours avant son arrestation. Kohberger avait été assistant d'enseignement à la WSU et moins de 2 semaines avant les meurtres, les membres de la faculté l'ont rencontré pour discuter de préoccupations croissantes au sujet de son comportement et de sa conduite. Oui, c'est bizarre ça, tu vois. Kohberger a été démis de ses fonctions d'assistant le 19 décembre. La décision étant fondée sur ses performances insatisfaisantes en tant qu'assistant, y compris son incapacité à respecter les normes de comportement professionnel. Donc, il ne se comportait pas bien dans ses interactions avec le corps enseignant. Et c'est très intéressant d'en savoir un peu plus sur ses plaintes en lien avec son travail d'assistant. Il y a une lettre qui a été remise à Kohberger avant son licenciement qui indiquait qu'il avait une attitude sexiste à l'égard des femmes qu'il côtoyait à l'université, qu'il était grossier avec elles et qu'il les notait différemment des hommes. Oui, bon, c'est quelqu'un qui avait des problèmes avec les femmes. De toute évidence. La lettre aurait également détaillé la chronologie des événements ayant conduit au licenciement de Kohberger, en commençant par une prétendue altercation avec un professeur le 23 septembre, quelques semaines seulement après son entrée en fonction. Kohberger était donc un pro de la criminologie avec une certaine fascination pour les meurtriers. C'est troublant de lire ça après coup, sachant tout ce qui s'est passé ensuite. Ah, c'est clair. C'est clair, quelqu'un qui étudiait le comportement des tueurs. Et à quelques semaines, là, je veux dire, tout ça s'est passé... oui, vraiment. C'est durant l'automne. Là, donc, mais est-ce qu'un aurait pu être un déclencheur? C'est-à-dire, est-ce que son licenciement, pour des raisons justement de sexisme, de problèmes de comportement envers les femmes, aurait pu déclencher cette idée-là de meurtre par la suite? Est-ce que ça aurait pu être son trigger, mettons? Ça se pourrait bien, oui. Ah oui, en tout cas, c'est extrêmement troublant tout ça. En plus, les policiers croient fermement qu'il a agi seul, ce qui est encore plus surprenant. Je vous donne donc d'autres détails sur son arrestation et sur le procédé que les enquêteurs ont suivi. Alors que la police de l'Idaho cherchait des réponses, Bryan Kohberger a été arrêté par la police de l'Indiana le 15 décembre 2022 pour des infractions au code de la route. Écoute bien ça, Seb. Après la fin du semestre de Kohberger à l'État de Washington en décembre, son père et lui ont traversé le pays ensemble pour se rendre jusqu'au domicile familial en Pennsylvanie. Donc, ils sont partis vraiment de la côte ouest de l'État de Washington jusqu'en Pennsylvanie. Ils ont effectué ce voyage planifié à l'avance dans la Hyundai Elantra blanche que les autorités ont déclaré recherchée en décembre. Oui. Le 15 décembre, justement, Kohberger et son père ont été arrêtés à 2 reprises sur la route alors qu'ils roulaient à l'est d'Indianapolis. Le jeune Kohberger, il était à chaque fois au volant de la voiture. Ils ont été d'abord abordés et arrêtés par le bureau du shérif du comté de Hancock pour excès de vitesse, puis 9 minutes plus tard, par la police de l'État de l'Indiana pour avoir suivi un autre véhicule de trop près. Ah ouais. Donc, à chaque fois, Kohberger était filmé par la bodycam, la caméra que les policiers portent sur eux. Et ça, c'est disponible sur le web. Donc, les policiers ont dit qu'ils ignoraient à l'époque que le conducteur était l'individu recherché, mais selon moi, il y a des bonnes chances qu'ils le surveillaient déjà, en fait, le 15 décembre. Oui. Peut-être même, le 15, oui. Puis peut-être même que les policiers qui l'ont arrêté ne le savaient pas qu'ils le recherchaient, en fait, c'est presque mais qui utilisaient leurs informations quand même. Donc, ils ont fait ça à l'insu des patrouilleurs. Eux autres, ils ont dit non, c'est pas nous qui le recherchions. On n'a pas parlé aux autres corps policiers, mais d'après moi, c'est possible qu'ils aient envoyé peut-être des consignes d'arrestation ou qu'ils aient récolté justement les données de bodycam, sachant qu'ils cherchaient une Elantra blanche. Oui. D'après moi, il y a peut-être quelque chose anguille sous roche, mais bref, ils ont comme bien joué leur jeu parce qu'ils ont réussi malgré tout à le surveiller pendant sa traversée des États-Unis. Oui, c'est vrai.
Mais bon, je trouve ça louche qu'il a été intercepté 2 fois, relâché 2 fois aussi. C'est vrai, effectivement. On se rappelle que les enquêteurs avaient trouvé un profil d'ADN, Seb, sur l'étui à couteau. Le couteau Kabar qui avait été retrouvé dans la maison de King Road sur le lit où les corps de Kylie et de Madison avaient été retrouvés. Il y avait un étui en cuir ou en cuirette, là. Imagine-toi donc qu'ils ont fait des tests d'ADN, puis ils ont fait des tests aussi avec des banques de données comme Ancestry. Oui, oui. Et ils ont trouvé un match potentiel avec un parent de Bryan Kohberger. Donc, quand ils ont localisé la maison de ses parents, les enquêteurs ont réussi à trouver une trace d'ADN de son père dans les poubelles et ont confirmé à 99,99999% que Bryan était bel et bien celui dont l'ADN s'est retrouvé sur l'étui. C'est fou pareil. Donc, grâce à l'ADN d'un parent, ils n'ont même pas eu besoin de son ADN à lui. Non, le parent avait fait un test sur Ancestry. Ouais. Donc, ils ont tout fait ça sans avoir à prendre son ADN à lui. Ouais. Ils font tout le temps maintenant. Donc, c'est fou pareil. Ils ont tout fait ça un peu dans l'ombre. Ouais. Puis pendant ce temps-là, Kohberger traversait les États-Unis puis il se faisait arrêter de temps en temps. C'est très... je trouve que c'est malin en même temps comme oui, technique. Absolument. Là. Donc, ils ont tout fait ça sans que Bryan s'en rende compte. Comme ça, il n'a pas pris la fuite. Il s'est méfié de rien, en fait, là, pendant tout ce temps-là. Ben non, il ne devait pas se sentir pourchassé. Je me demande si même lui, quand il se faisait arrêter, il devait être quand même plus stressé qu'à l'habitude quand tu te fais arrêter. Oui. Les 2 arrestations, veut pas, il avait déjà commis les meurtres. Donc, il a l'air quand même chill quand tu vois les vidéos, oui. Mais oui, c'est clair qu'en dedans de lui, ça devait bouillir. Oui, je suis convaincu. Parce que les gens se disent, tu sais, ils devaient se dire, les policiers, la moindre petite erreur qu'on fait, il peut recommencer, il peut récidiver, il peut aller tuer d'autres gens. Tu sais, c'est quelqu'un qui vient d'en tuer 4 quand même. Oui, là. C'est là que je trouve qu'il y avait un certain risque à le garder en liberté. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il attendait un maximum de preuves aussi, de cumuler justement, d'avoir les résultats d'ADN, puis d'avoir un maximum de... Ah, sans doute. Souvent, ils attendent ça aussi. Là. Ben oui. Il n'y a donc pas de doute à leurs yeux, Kohberger est bel et bien le coupable. Le 5 janvier 2023, des documents de cour font surface, dont un affidavit de 19 pages que vos humbles serviteurs ont lu au grand complet. Yes. On y retrouve des révélations extrêmement troublantes. Tout d'abord, écoute ça, Émile, il y aurait eu un témoin dans la maison. Quelqu'un aurait aperçu le tueur se déplacer dans la maison. Une des colocs, DM, qui a survécu aux 4 meurtres commis à l'université, a déclaré à la police qu'elle s'était réveillée dans la nuit vers 4 heures du matin au son de ce qu'elle croyait être Kylie qui jouait avec son chien, là, comme on vous avait dit. Puis là, vous allez voir, parce que avec l'affidavit, on va revenir encore une fois là, dans la nuit, on va refaire encore la chronologie un peu pour essayer de remplir les trous manquants. Là. Elle a ensuite entendu un colocataire dire quelque chose comme « Il y a quelqu'un ici ». La colocataire a cru que cela avait été dit par Kylie, bien que les enquêteurs pensent également qu'il pourrait s'agir de Kernodle, car une analyse médico-légale de son téléphone a montré qu'elle était sur l'application TikTok là, à 4h12 du matin. La colocataire survivante a ouvert sa porte 2 fois en peu de temps et la 2e fois a entendu ce qui semblait être des pleurs provenant de la chambre de Kernodle et une voix masculine disant « C'est bon, je vais t'aider ». Donc là, on ne sait pas si c'est la voix de Ethan ou la voix du tueur. La colocataire survivante a ouvert sa porte une 3e fois et a vu une personne vêtue de noir et portant un masque couvrant la bouche et le nez s'approcher d'elle. L'homme, que la colocataire n'a pas reconnu, est passé devant elle et est sorti par la porte vitrée coulissante. On ne sait pas si l'homme l'a vu. La colocataire est restée dans une phase de choc complètement figée. Oui, imagine. Je peux vraiment comprendre. La colocataire a déclaré qu'elle ne reconnaissait pas l'homme qui s'est dirigé vers la porte vitrée coulissante arrière de la maison de King Road, selon les documents publiés. Mais elle s'est enfermée dans sa chambre après l'avoir vu, toujours selon les documents. Selon elle, l'homme était grand, semblait en bonne forme physique et avait des sourcils en brosse. Il portait une cagoule, mais malgré ça, elle a tout de même remarqué les sourcils. Cette description est parfaitement en lien avec le physique de Bryan Kohberger. Cela ramène encore au portrait la question du pourquoi, s'il y a un témoin qui l'a aperçu,
personne n'a appelé les secours avant 11h58 le lendemain matin. Là. C'est beaucoup d'heures après, là. C'est 7 heures. Ben moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte pour expliquer ça. De un, c'est sûr que la jeune fille a eu la frousse de sa vie. Oui. Surtout que c'est possible qu'elle ait vu cette personne-là, puis pour se protéger, elle est tombée un peu en mode panique. Ouais. Elle est rentrée dans sa chambre, elle a fermé la porte, puis elle est peut-être restée dans un genre de mode survie pendant plusieurs heures, puis elle a attendu vraiment longtemps avant de sortir pour se sentir en sécurité. Oui. Puis il y a aussi le fait que c'est quand même une maison où il y a beaucoup de party, puis il y a beaucoup de bruit. D'ailleurs, moi, je suis tombé sur une vidéo où les policiers, c'est troublant de regarder ça après coup, là, mais les policiers avec une body cam sont allés quelques semaines plus tôt à cette maison-là pour leur dire d'arrêter de faire du bruit. Puis c'est Xana Kernodle, justement, qui sort puis qui négocie avec eux. Mais quand les policiers arrivent, mon gars, je pense qu'il est 2 ou 3 heures du matin, la musique est forte. C'est du genre de Nickelback qui joue là, ultra fort. C'est l'enfer. Ça s'entend dans tout le voisinage. Les policiers sortent de leur voiture. Tu peux entendre toutes les paroles et tout ça. Donc, ils vont les avertir, tout ça. Puis, tout semble normal. Ils font comme des étudiants. Ils essaient comment dire... de se défiler. De se défiler un peu, mais tout en... Ils finissent par arrêter la musique et tout ça. Mais c'est une maison où il y a beaucoup de va-et-vient. C'est possible que tu entendes du barda, tu sois habitué, en fait, un vendredi soir, d'entendre du barda au 2e étage. Ça bouge beaucoup, ça court, il y a de la musique qui part, autre chose. Donc, c'est possible aussi que elle a peut-être vu quelqu'un avec un masque passé, mais qu'elle n'a pas associé ça à un meurtre, forcément. Peut-être à quelqu'un qui, je sais pas, moi, s'est déguisé pour l'occasion, ou qui venait leur faire un mauvais coup, ou tu sais, t'es dans une frat house à quelque part. Donc, c'est possible qu'elle n'a pas réalisé l'ampleur du danger pour vrai, en fait, à ce moment-là. Parce que les gens l'ont énormément bâché sur Internet en disant, ben voyons, pourquoi t'as attendu 6 heures avant de, même plus, avant d'appeler les secours. Ben, je pense que, tu sais, ça peut s'expliquer dans un cas de trauma comme ça. Là. Oui, absolument. Mais tu as raison. À un moment donné, tu deviens habitué. Mais comment tu sais, je veux dire, on pense pas automatiquement à un meurtre quand on voit quelqu'un qui circule dans une maison. Non, c'est ça. C'est pas anormal non plus qu'elle ait pas fait cette addition-là, cette équation-là. Ben oui. Là. Donc, c'est peut-être... va savoir, hein, c'est peut-être juste ça. C'est peut-être que c'était une soirée où tout le monde faisait la fête. Il était rendu tard, elle a entendu du barda à quelque part, elle est sortie, elle a vu quelqu'un qui semblait pas forcément menaçant ou quoi que ce soit, mais... qui devait avoir, qui devait sortir de l'ordinaire quand même, mais tu vois plein de choses qui sortent de l'ordinaire là, dans une frat house. Là. Ouais, donc, elle a peut-être pas senti l'ampleur du danger tout de suite. C'est ce que je pense. Bref, je pense pas qu'il faut l'accuser de quoi que ce soit pour avoir appelé les secours aussi tard, en fait. Non, ça reste une victime, elle aussi. Ça reste une victime, tout à fait. Ben oui, faut pas l'oublier. Aussi, il semblerait qu'une caméra de surveillance dans le voisinage ait été en fonction cette nuit-là. Et bien qu'elle ne pointait pas directement vers la maison des 6 colocs, elle a tout de même capté des extraits audio au moment des meurtres dans la maison. Les caméras de sécurité situées à proximité ont capté des gémissements, un bruit sourd et les aboiements d'un chien à plusieurs reprises à partir de 4h17, ce qui pourrait correspondre au chien de Kylie qui aboie après avoir assisté au meurtre de sa maîtresse. Quelle tristesse, hein? Entendre ça, mon Dieu. Je ne l'ai pas entendu, là. Non, moi non plus. Je n'ai pas cherché non plus à l'entendre, mais c'est troublant d'entendre ça. On comprend là, qu'il y a énormément de preuves numériques qui confirment la chronologie des événements. AT&T, le fournisseur de données cellulaires de Brian, a énormément contribué au dossier et ils ont pu encore plus confirmer certains détails. La déclaration sous serment indique que le téléphone de Kohberger était soit éteint, soit en mode avion au moment des meurtres, mais les données juste avant qu'il ne soit éteint suggèrent qu'il se dirigeait vers la maison, tandis que les données après qu'il ait été rallumé suggèrent qu'il s'en éloignait. Oui. À l'aide des données et des images de surveillance du véhicule que la police a identifié, l'Elantra blanche, les enquêteurs ont esquissé un itinéraire possible que Kohberger aurait pu emprunter la nuit des meurtres. Donc, selon ces traces numériques-là, le 13 novembre à 2h42 du matin, le téléphone de Kohberger est capté par une antenne relais près de son domicile, donc à Pullman dans l'État de Washington.
À 2h47, le téléphone émet un nouveau ping indiquant qu'il a commencé à se déplacer vers le sud à travers Pullman. Quelques instants plus tard, le téléphone a cessé d'émettre des bips, ce qui indique qu'il a été mis en mode avion ou qu'il a été éteint ou qu'il a quitté le réseau, bref. Mais c'est louche quand même. Entre 4h et 4h20, Maddie Mogen, Kylie Goncalves, Xana et Ethan sont assassinés dans la maison. Donc, c'est l'heure du crime. 4h48, parce que pendant ce temps-là, le téléphone de Brian est éteint. À 4h48, le téléphone de Brian émet à nouveau des signaux sur la route 95 dans l'État de l'Idaho, au sud de Moscou. Donc, il s'éloigne de la maison. 4h50 jusqu'à 5h26, les relevés téléphoniques montrent qu'il se déplace vers le sud sur la route 95 jusqu'à Genesee en Idaho, puis vers l'ouest jusqu'à Uniontown et de nouveau vers le nord, encore une fois, jusqu'à Pullman, là où il réside. À 5h30, le téléphone de Brian émet un nouveau signal au 1630 Northeast Valley Road indiquant qu'il est rentré chez lui. Le 13 novembre, le lendemain matin, à 9h, écoute bien ça, Seb, le téléphone de Kohberger est de nouveau en mouvement et retourne à proximité de la maison de King Road. Donc, il est capté par une tour de téléphone mobile située à proximité entre 9h12 et 9h21. Il est donc retourné sur les lieux du crime le lendemain. Classique. Et ça, c'est Serial Killer 101. Oui, ben c'est ça. C'est fou pareil. Et à 9h32, il serait de retour chez lui, encore une fois, selon son téléphone. Et imaginez-vous donc que Brian était allé près de la maison, Seb, des mois auparavant. Et là, il est clair qu'il avait prémédité son crime. Check bien ça. Le 21 août 2022, donc en été, avant les meurtres. Oui. Le téléphone de Brian Kohberger a été capté par une tour mobile, encore une fois, très proche de la maison du crime, sur King Road à Moscou. Il se trouvait à proximité au domicile des victimes entre 22h34 et 23h35 ce soir-là. Donc, il les stalkait, ou du moins, il stalkait peut-être une cible en particulier. Oui. C'est troublant, pareil. Il avait planifié ça peut-être des mois à l'avance. Et check bien ça, c'est pas fini. Brian a été capté par une tour de téléphonie mobile proche de la propriété au moins 11 autres fois avant les meurtres du 13 novembre. Les policiers n'ont pas encore donné plus de détails sur ses visites, mais bref, il est allé très souvent visiter la maison. Il avait bien sûr déjà aussi été repéré sur le campus directement à l'Université d'Idaho. Il y a 3 étudiants différents qui pensent avoir vu Brian dans le bâtiment du Student Union sur le campus les semaines précédant le meurtre et qui l'ont reconnu plus tard après qu'il a été arrêté quand ils l'ont vu aux nouvelles. Apparemment qu'il aurait été vu dans l'aire de restauration en train de boire de l'eau, qu'il était assis tout seul. Et il y a une témoin qui a dit qu'il était du genre à regarder les gens d'une manière fixe. Là. Il ne détournait jamais le regard si on le surprenait en train de regarder, comme s'il voulait qu'on remarque qu'il nous regarde. Ouais. Donc, il ne souriait pas, il hochait pas la tête, il disait rien, il faisait juste fixer les filles. Donc, il y avait le profil du stalker quand même. Là. Une autre étudiante raconte qu'elle a vu Kohberger assez souvent sur le campus pour croire qu'il était étudiant à l'Université d'Idaho. Elle croyait qu'il était un des leurs, en fait. Il avait donc tenté de s'infiltrer un peu partout sur le campus, sans doute afin de repérer ses proies, et c'est vraiment ultra creepy. Avant l'arrestation, les enquêteurs ont surveillé Kohberger à l'extérieur de la maison de ses parents en Pennsylvanie. On l'a vu à plusieurs reprises porter des gants chirurgicaux et mettre des sacs poubelles dans la poubelle d'un voisin. Les objets ont été envoyés au laboratoire pour y être analysés. Les autorités ont également déclaré que Kohberger avait nettoyé sa voiture à l'intérieur comme à l'extérieur sans perdre un centimètre. Selon les autorités, une perquisition au domicile de Kohberger a permis en fait de découvrir un couteau, un pistolet et un masque de protection noire qui correspond avec ce que la témoin a vu la nuit des meurtres. Donc, tout concorde. Et au moment de son arrestation, les autorités ont trouvé Brian dans la cuisine, vêtu d'une chemise et d'un short, portant des gants d'examen et mettant des déchets dans des sacs Ziploc. Mon Dieu, au moment où les policiers sont arrivés. Oui. Exact. Encore plus louche.
Sa vie privée là, va être scrutée à la loupe. Il avait d'ailleurs l'habitude de rendre inconfortable des femmes là, dans un pub qu'il fréquentait à Pullman. Il y a quelques mois avant les meurtres, il s'est rendu à plusieurs reprises au Seven Sirens Brewing Company où apparemment il a harcelé des femmes qui y travaillaient. Apparemment que Brian s'asseyait généralement seul au bar pour observer et regarder les clientes. Okay. Et il y avait des interactions bizarres avec les employés puis les clients. Même le bar, en fait, un système dans lequel les membres du personnel peuvent ajouter des notes sur des clients, tu sais, en secret. Et puis, dans le cas de Brian, il y avait une note qui disait... en gros, je traduis, là, mais hey, ce type fait des commentaires bizarres, gardez-le à l'œil, il boit 2 ou 3 bières et se sent un peu trop à l'aise. Okay. Donc, c'était la note à son dossier. Et lorsqu'il avait été confronté en lien avec son comportement par l'équipe du bar, Brian a réagi très froidement, en ne comprenant pas trop là, pourquoi on lui faisait une intervention, et il n'est plus jamais retourné au bar par la suite. Il y a aussi plusieurs camarades de classe de Brian qui se souviennent qu'il a consommé de l'héroïne pendant qu'il était adolescent et certains affirment que Brian a proposé de l'héroïne à d'autres enfants là, avant d'entrer en cure de désintox en 2013. Okay. Donc, bon, il y aurait cet aspect-là. Là. Certains disent qu'il a été intimidé à l'école, d'autres disent qu'il est devenu lui-même intimidateur. Bref, tout le monde semble avoir quelque chose à dire sur Brian Kohberger. Vous allez voir, si vous ne trouviez pas que Kohberger était assez creepy, imagine-toi donc, Émile, qu'il suivait même certaines de ses victimes sur Instagram. Oh, ouais. Il suivait les comptes de Maddie, Xana et Kylie, mais aucune d'elles ne le suivait en retour au moins. Là. 2 semaines avant le meurtre, Kohberger a envoyé une série de messages à l'une des victimes sur Instagram. Ça, c'est un des enquêteurs qui a déclaré ça. Il y a un compte que les autorités pensent appartenir aussi à Brian a envoyé un message à une des victimes à la fin du mois d'octobre. N'ayant pas reçu de réponse, il lui a envoyé plusieurs autres messages. Il s'est glissé plusieurs fois dans les DM de l'une des filles, mais elle n'a jamais répondu, a déclaré l'enquêteur. En gros, c'était juste lui qui disait « Hey, comment ça va? » Mais il l'a fait encore et encore sans arrêt. La source a ajouté que la victime n'a peut-être jamais vu les messages, car ils sont allés dans le dossier de demande de messages sur Instagram. Ça se trie là, automatiquement, justement. Là. Quasiment heureusement pour elle. Là. Oui. Brian aurait également visité le restaurant Mad Greek à Moscou, où les Xana et sa coloc travaillaient comme serveuses dans les semaines précédant les meurtres. Donc, selon un ancien employé, il est entré au moins 2 fois pour prendre une pizza végétarienne, mais on ne sait pas si l'une ou l'autre des femmes l'a servi ou s'ils ont eu des contacts l'un envers l'autre. Chose certaine, ils connaissaient très bien leur vie et ils tentaient de s'en rapprocher. Il avait même aussi plusieurs photos d'une des victimes sur son téléphone. Bon, on suppose que c'est Kylie. Oui, c'est ça. On va vous parler un peu de ses posts sur Reddit. Les faits troublants n'arrêtent plus. Brian aurait publié un sondage dans la page Reddit Ex-Cons, qui est dédiée aux anciens détenus. Il cherchait à savoir des détails émotionnels et intimes, en fait, qui étaient vécus par des criminels au moment de commettre leur crime. Je vous en lis un extrait. Étude sur la criminalité. Veuillez noter que l'enquête suivante vous demande de détailler votre infraction pénale la plus récente que vous ayez été arrêté ou non. Si vous n'avez pas été inculpé, condamné ou incarcéré pour ce délit, vous pouvez tout de même participer à cette étude. Oui, vous allez voir, c'est assez creepy. Bienvenue dans l'étude. Nous souhaitons comprendre comment les émotions et les traits psychologiques influencent la prise de décision lors de la commission d'un crime. Après avoir répondu à une série de questions d'ordre général, vous serez invité à répondre à des questions ouvertes concernant le délit le plus récent dans lequel vous avez été impliqué et à détailler vos pensées, émotions et actions du début à la fin du processus. Vous allez voir, on dirait qu'il voulait vraiment entrer dans la tête d'un tueur. Voici quelques questions qu'il posait dans cette recherche là, sur le subreddit. Comment était votre vie juste avant le crime? Vous êtes-vous préparé au crime avant de quitter votre domicile? Veuillez préciser ce que vous pensiez et ressentiez à ce moment-là. Autre question. Comment vous êtes-vous rendu et êtes-vous entré dans le lieu où le crime a été commis? Autre question. Après votre arrivée, quelles mesures avez-vous prises avant de localiser la victime ou la cible, c'est-à-dire une personne ou un objet? Veuillez détailler vos pensées et vos sentiments.
Pourquoi avez-vous choisi cette victime ou cette cible plutôt qu'une autre? Avant de passer à l'action, comment avez-vous approché la victime ou la cible? Détaillez ce que vous pensez ou ressentez. Quel a été le premier geste que vous avez fait pour atteindre votre objectif? Détaillez vos pensées. Comment avez-vous atteint votre objectif? Avant de partir, avez-vous fait autre chose? Comment avez-vous quitté les lieux? Après avoir commis le crime, à quoi vous pensiez? Donc, c'est assez à lire. Là, c'est vrai que c'est assez fou quand tu lis un peu toutes ces questions-là, en fait, ou qui essaient de chercher de l'information. Là. Donc, exact. C'est ça. À chaque fois que je lisais une question, on dirait que j'étais capable de rattacher à quelque chose qu'il a fait ou justement toutes les étapes de son crime. Ben oui, parce que c'est sûr qu'il n'était pas tout seul apparemment dans cette étude-là. Il y avait d'autres gens, mais c'est quand même weird de voir que ça a été publié. C'est comme un peu un... Là, je vous ai sorti les questions les plus évocatrices, mais c'est quand même un peu rentré dans le manuel de criminologie 101, là, de rentrer dans la tête du tueur, puis de planifier ses propres meurtres en raison de ça. Là. Donc, moi, j'ai trouvé ça très troublant à lire après coup. Ah oui, vraiment. Maintenant, les familles, la famille en fait de Brian, parce qu'il a une famille, lui, qui est aussi un peu victime dans tout ça, elle a rompu le silence le 2 janvier en déclarant au magazine People: avant tout, nous nous soucions profondément des 4 familles qui ont perdu leurs précieux enfants. Il n'y a pas de mots pour exprimer la tristesse que nous ressentons et nous prions chaque jour pour eux. Nous continuerons à laisser la procédure judiciaire se dérouler et en tant que famille, nous aimerons et soutiendrons notre fils et notre frère. Et là, ils ont dit: nous avons pleinement coopéré avec les forces de l'ordre dans le but de rechercher la vérité et de promouvoir sa présomption d'innocence plutôt que de juger des faits inconnus et de faire des suppositions erronées, poursuit le communiqué. Bon, c'est sûr que c'est pas si erroné comme supposition, mais bon... Les familles des victimes, elles, ont exprimé leur soulagement après l'arrestation de Brian, qui a eu lieu le même jour qu'une commémoration prévue pour Kylie et Maddie, entre autres. Il y a un jardin en leur honneur aussi qui est prévu d'être installé sur le campus de l'Université de l'Idaho, puisque l'histoire a complètement choqué toute la vie étudiante. Donc, c'est très triste pour les familles. C'est un véritable drame. Maintenant, Kohberger, lui, Brian, il a comparu pour la première fois au palais de justice du comté de Latah le 5 janvier et a été inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'1 chef d'accusation de cambriolage pour s'être introduit dans une maison avec l'intention de commettre un crime. Une semaine plus tard, le 12 janvier, Kohberger a comparu pour la 2e fois pour une conférence de mise en état dans la même salle du palais de justice. Une audience préliminaire sur la cause probable a été programmée pour le 26 juin. Donc, les 2 parties devraient appeler des témoins et présenter des preuves. Le juge décidera s'il existe une cause probable suffisante pour que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal du district, en fait. Là. Donc, dans le cadre de la procédure de juin, la colocataire survivante qui aurait vu un homme masqué aux sourcils broussailleux quitter les lieux après les meurtres pourrait témoigner devant le tribunal. Donc, ça serait un peu comme une forme de procès préliminaire, de ce que je comprends. Oui. Identifiée dans les documents judiciaires sous le seul nom de DM, elle estime qu'elle a été figée par la peur lors de la rencontre, puis elle a verrouillé sa porte de chambre selon la police. Donc, je ne sais pas à quel point son témoignage, malheureusement, va être crédible dans cette audience-là. Ben, j'ose croire, là. C'est sûr qu'ils vont challenger la défense va challenger toutes ces possibles réactions, le fait qu'elle a attendu autant de temps, ça risque de pas être facile pour elle, je pense. Ah non, pour elle, ça va être l'enfer, en fait, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut, enlever la culpabilité ou même émettre un doute s'il y a un jury et tout ça, là, parce qu'il a dû se déclarer non coupable, j'imagine. On dirait que ça, ouais, lui, il va se la jouer comme ça, mais c'est sûr que, tu sais, il risque gros en voulant plaider non coupable. Tu sais, sans doute qu'il peut sans doute avoir un deal avec, peut-être prison à vie,
parce que dans l'Idaho, tu as la peine de mort, en fait, qui est valide. Donc, c'est sûr que s'il plaide non coupable puis il est reconnu coupable, là, il va avoir la peine de mort, là, c'est sûr. Puis lui, il risque la firing squad, en fait, l'exécution par tir de flingue, étant donné qu'il y a une pénurie, en fait, de médicaments pour donner la mort. En fait, c'est spécial un peu. Hein? C'est complètement fou, ça. La pénurie, est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de morts? Pourtant, c'est plus quelque chose qu'ils font beaucoup, ça, de mémoire, tu sais, mais je trouvais ça un peu ancestral de tuer. Ça faisait un peu Moyen-Âge, tu sais. Oui, vraiment. De tirer, même si dans son cas, je trouvais que des fois, on dirait que des fois, je comprends l'humain de ce geste-là, tu sais, quand tu sais que c'est comme une vengeance, mais c'est pas sain, tu sais. Je trouve que dans une société comme aujourd'hui, même si la mort par injection, c'est plus propre, je sais pas tout le temps, mais ça, le firing squad, là, tu sais, puis ils sont tellement... Je sais même pas, tu sais, ils vont-tu filmer ça puis mettre ça après ça sur... moi, je pense que c'est sûr ça va être filmé. Après, je sais pas s'ils vont le publier, là, je sais pas s'ils vont en faire un spectacle. Non, mais apparemment que quand ils font une firing squad, justement, il y a un certain nombre, mettons une dizaine de tireurs qui sont là, mais il y a juste des vraies balles qui sont mises au hasard dans certaines armes. Okay. Les autres, c'est des balles à blanc, en fait. Fait que tu sais pas. Donc, personne sait qui est-ce qui a tué le criminel en bout de ligne. Je comprends. Ouais. C'est contrôlé pour qu'il y ait une forme de neutralité là-dedans. Oui. Puis ils visent directement le cœur, hein, donc il n'y a pas de souffrance tant que ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu barbare. Mais c'est pas je sais pas s'il y a 10-12 tireurs, c'est pas 10-12 tireurs qui tirent, qui mitraillent le corps. Il y a juste quelques, peut-être même juste une, je sais pas le nombre précis, mais c'est pas toutes les armes qui sont armées, en fait, là. Mais je dois t'avouer que je savais même pas que ça existait, ça, le firing squad, avant de lire sur ce cas-là, puis de tomber sur un article là-dessus. C'est fou, hein? C'est sûr que lui va plaider différentes défenses. Là. J'ai même vu récemment qu'il pourrait plaider là, une forme de brouillage de la vision causée par une utilisation passée d'héroïne. Mais je trouve pas que c'est très, très, très sérieux. Il y a différents trucs comme ça qui vont peut-être être essayés de sa part, là, sachant que c'est assez désespéré comme cause. Mais bon, ça sera à voir en juin. Donc, on vous fera peut-être une mise à jour, cher Distordu, de cette histoire-là. Ça fait le tour de la chronologie, Seb. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Il y a plusieurs questions qui sont survenues pendant cette enquête-là. Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il y avait un complice dans la maison? Je ne sais pas si tu crois à certaines de ces théories-là, toi, comme quoi il y aurait peut-être un complice. Ah non, on dirait que j'avais l'impression que... non, qu'il a vraiment agi seul, mais j'ai hâte de comprendre quand même sa réelle motivation en arrière de ça, parce que même on passait tantôt la chronologie, puis j'ai l'impression que il a commencé à suivre les filles même avant qu'il a commencé à travailler comme assistant à l'université. C'était au mois d'août, puis les sessions, ça commence vers ce temps-là, là, donc on dirait que c'est quasiment simultané ou un hasard. Non, j'ai l'impression qu'il a tout fait seul, mais il est motivé, puis c'est drôle, ses connaissances. Il coupe son cellulaire près du lieu du crime, mais après, il réallume. Dans le fond, c'est comme si... je comprends, parce que c'est vrai qu'on souvent vérifie les tours de cellulaire aux alentours durant le... Mais en tout cas, bref, il a quand même été maladroit, puis il y avait du sang partout. Tu vois que c'est un planifié impulsif, là. Même si... Oui. Parce qu'il a laissé énormément de traces avec l'ADN. Non, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un complice... mais et toi, t'as-tu moi non plus. Moi, j'ai l'impression qu'il était seul, puis j'ai l'impression qu'il voulait sans doute juste assassiner Kylie, en fait. Moi, c'est mon impression, peut-être par frustration, vu qu'elle lui répondait pas sur Instagram, ou par frustration envers les femmes en général. Ça devait clairement être un incel, à quelque part, en lui. Puis j'ai l'impression qu'il y avait pas planifié, même s'il la stalkait depuis longtemps, il devait savoir par quelle porte rentrer, tout ça, il devait connaître la maison, mais je pense qu'il n'avait pas planifié que Kylie et Maddie allaient dormir dans le même lit. Moi, je pense que il venait juste sans doute assassiner Kylie, mais quand il a vu qu'il était deux, il a sans doute paniqué, puis c'est là qu'il a dû se passer quelque chose. Là. Oui. Je pense pas qu'il avait prévu d'en tuer 4, en fait. Non, ben oui. Puis de laisser autant de preuves que ça, parce que c'est ridicule. Les tuer à couteau sur le lit, on dirait que c'est planté là. Comme tu dis, le téléphone cellulaire qui est éteint pendant le... Tu sais, quand tu éteins ton téléphone, ça peut être une... C'est incriminant d'une certaine façon. C'est incriminant, c'est ça.
Tu sais, t'éteins jamais presque ton téléphone dans la vie, tu sais. C'est drôle, il est éteint juste pendant qu'un quadruple meurtre. Tu sais, donc, il y a plusieurs erreurs niaiseuses comme ça que je me dis, est-ce qu'il a voulu tester sur le terrain des théories autour des serial killers? Ouais. Mais si oui, il s'y est très mal pris, en fait. Ah oui, effectivement. Non, tu as raison. Je sais pas, c'était peut-être involontaire. Je sais pas si c'était jusqu'à ce point-là. Ouais. Mais selon moi, c'est un genre de crime haineux envers les femmes principalement, tu sais, puis il y a eu des victimes collatérales autour de ça, puis les deux autres colocs qui étaient là pendant, ils doivent être traumatisés à vie. Ça n'a pas de bon sens. Elles, ils ont découvert la scène le lendemain matin, ça devait être terrible. Les autres étudiants aussi du campus devaient vraiment freaker, là. Ah, ça doit. Est-ce que tu sais si on gardé la maison? Est-ce qu'elle est occupée actuellement? Maison, en ce moment, c'est une très bonne question parce qu'il y a un débat en ce moment, Seb, à savoir s'ils vont la démolir ou pas. Ouais. C'est sûr que les gens, au niveau de l'enquête, ceux qui détestent Brian du plus profond de leur âme, disent « Ah non, on peut pas la démolir, il y a plein de preuves là-dedans. Ouais. » Les policiers, eux, disent « On les a déjà toutes les preuves. Ouais, vous pouvez brûler la maison si vous voulez, on a déjà tout ce qu'il faut. » Fait que tu n'as plus besoin de maison. Non, c'est déjà... ça a déjà été contaminé tellement, ça, donc elle risque d'être démolie, la maison. Là, Ils font quasiment toujours ça. Hein? Même le BT Killer... BTK, pardon. Il n'y a même pas eu d'autres maisons. Là. Ils ont rasé la maison, puis il y a juste un terrain vague. Là. Souvent, ils veulent pas remettre parce que il y a trop, un mauvais karma. Je pense que personne ne voudrait habiter là, ou du moins, c'est clair. C'est condamné. Là. Yes. Et vous, les distordus, dites-nous ce que vous en pensez de cette histoire troublante là, qui a soulevé l'Amérique. Vous savez où nous retrouver. On est partout. On est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok aussi, sur YouTube, même Twitter. Oui. On est au distorsionpodcast.com aussi. On veut vous remercier énormément pour cette incroyable saison 8. Une super saison qu'on a passée en votre compagnie. Merci de votre soutien constant que vous nous écoutez sur Spotify, sur Apple, sur Google, sur quoi d'autre? Amazon. Oui, Amazon Music. Oui, sur Patreon, bien sûr, exact, aussi. Ouais. Ça nous fait toujours plaisir d'être là. Merci à André Beaupré, notre monteur. Oui. Merci à toi, mon cher. Merci à RB aussi qui a contribué à la musique de cette saison-ci, comme de notre saison avant. On veut sortir quelque chose sur Spotify plus tard. Surveillez ça. Peut-être qu'avec notre petite pause estivale, on aura le temps de travailler sur une petite sortie musicale sur Spotify. Donc, suivez ça. On a plein d'autres projets qui s'en viennent, Seb. On peut pas trop en parler en ce moment, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent très, très intéressantes pour nous, pour vous aussi. Oui. Donc, on surveille ça au courant de l'été. On peut pas trop vous en dire. On va vous teaser. Là. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et nous, on risque de revenir fort probablement à l'automne prochain, Seb. Oui, ça devrait. C'est pas les histoires qui manquent. Oh non, ça non. Yes. Pour nos abonnés Patreon, rappelez-vous que l'after show de cet épisode-ci sera sur le massacre de Ted Bundy qu'il a fait à l'Université de la Floride, donc le massacre de Chi Omega. Oui. Une histoire qui nous fait énormément penser à celle-ci. Donc, on va en parler un petit peu plus en détail dans l'after show sur Patreon. Et parlant de nos membres Patreon, c'est le moment de leur donner un gros shout-out. Je commence avec Hubert F, Gabriel D, Elisa J.M, Grégory L et Julie G. Merci. Un gros câlin à Bass L, à Annie B, à Thierry A, à Roxane C et à Gabriel S. Un high five à Marie-Claude R, à Christine L, Hélène C, Frédéric P et Alexis GR. On ne pourrait pas faire ce show sans le soutien de Rémi L, de PYP, de Yann M, de Carl et de Marie-Annick D. Je poursuis l'amour avec Audrey A, Albert M, Kimberly R, Annie et la mystérieuse Anissa. Aussi un gros câlin à Candide 1991, à Bibiane C, à Mathilde G, à Maude L et à Alissom. Je poursuis Kayla D, Dominique D, Karine, Véronique et Astenoff. Merci de ton amour inconditionnel, Chloé, aussi Audrey A.J., Judith G., Fred L. et Vicky G.
Je poursuis avec Roxane B, Steve D, Zoé HG, Olivier R et Diane SO. Une bonne dose de préliminaire auditive à Vicky M, à Michel L, à Dylan B, à Maude D et à Aloy M. Merci à vous. Oui, merci. Et là-dessus, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Si vous pensez commettre un crime, évitez de fermer votre téléphone au moment du crime. Et évitez les élantrats blanches. Il faut. Oh yes.